Alexei Greenbaum est physicien et philosophe au laboratoire l'ARCIM. L'idée, alors il a consacré un article, alors vous verrez dans le 3e numéro de notre revue, la revue française d'éthique appliquée, sur le thème dont il va parler là tout de suite, et qui est donc consacré aux objets intelligents. Alors voilà, je lui laisse vous en dire davantage. Merci beaucoup. Merci Paulo pour cette invitation. C'est ma première fois et c'est un plaisir de découvrir un cadre un peu moins académique que d'habitude. Alors, même si je dois faire cet après-midi, en fait, il se trouve un cours d'éthique sur la biologie de synthèse. Je ne vais pas vous parler ici de la biologie ni des sciences biomédicales, mais je viens avec ma casquette du membre de la CERNA, Comité d'éthique pour la recherche numérique. Et je vais vous parler des questions éthiques de ces choses-là. En plus, il sonne. Pour faire la transition, tout à l'heure, vous avez entendu parler du consentement. Vous savez que le consentement, par exemple, doit être donné, enfin, vous le donnez en fait tous les jours, hein, quand vous allez sur des sites web pour l'utilisation de vos données personnelles. Vous cliquez d'habitude sur accepter des cookies ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que cela signifie de donner ce genre de consentement? Vous voyez, il y a des questions qui viennent de l'éthique biomédicale, mais qui dépassent de loin le cadre biomédical. Si historiquement, la question du consentement a été posée par les médecins aux patients, etc., maintenant, on vous demande ce consentement quand vous êtes devant votre téléphone, votre ordinateur. Donc, il y a bien des questions qui sont des questions transversales, qui ne se limitent pas à l'éthique biomédicale, et c'est un peu pour ça que je suis là. Par contre, je ne vais pas vous faire de panorama de toutes les questions éthiques en informatique. Ça aurait été assez large, assez grand. Je veux dire qu'il y a, même dans le domaine que je connais mieux, qui n'est pas celui des données, mais celui des questions éthiques de la robotique et de l'intelligence artificielle, il y a 3 grands groupes de questions. Il y a les questions liées à l'autonomie, autonomie des robots, de ces êtres informatiques qui prennent des décisions par eux-mêmes. Parfois, on est surpris. Il y a les questions liées à l'imitation. Alors, un robot ou peut-être même une application sur votre smartphone qui vous parle avec une voix séduisante, qui essaie de jouer sur vos émotions et de vous séduire. Ces questions d'imitation des êtres vivants, pas seulement de l'homme, sont aussi des questions très importantes. Et ces questions sont liées à la problématique que j'ai choisi donc de traiter ici, celle de la responsabilité. Alors encore une fois, comme avec le consentement, vous allez voir, la responsabilité n'est pas une question qui s'applique seulement à l'informatique. Évidemment, la responsabilité s'applique aussi en éthique biomédicale, dans d'autres domaines, par exemple, je sais pas, l'éthique des technologies chimiques, des nanotechnologies, un autre domaine que je connais bien. Enfin, cette question de la responsabilité est très vaste. Je vais essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans sur l'exemple de l'informatique. Donc voilà, plutôt que de faire un panorama, j'ai choisi de vous parler en profondeur, plus ou moins, d'un sujet donné. Puisque vous n'avez plus peur de philosophe après Léo Kutelek, donc j'ai le droit de prendre ma casquette de philosophe. Alors, en 5 points. D'abord, premier point, en tant que physicien, vous savez, bon, j'ai appris quand j'avais, je ne sais pas, 18 ans, que la démarche du physicien, c'est de regarder le monde et de ne pas croire à ce qu'on voit, hein, que les apparences sont trompeuses. Et donc, un peu de la même façon, quand vous commencez à regarder un objet, les objets informatiques, la première chose à se dire, c'est est-ce que la réalité des relations est vraiment celle que je vois en apparence, ou est-ce qu'il faut aller au-delà des apparences? Est-ce qu'elles sont trompeuses? Et donc, première partie, voilà, sur ces apparences, ça s'appelle relation de connaissance. Quand Jacques Ellul, le philosophe Jacques Ellul, disait que Karl Marx, s'il vivait au XXe siècle, s'intéresserait non à l'économie, mais à la technique, il touchait à un thème profond.
les relations entre les individus et les choses qu'étudiait Marx étaient celles d'appropriation. Vouloir être propriétaire, donc ça au XIXe siècle, vouloir être propriétaire d'un objet menait à la compétition avec tous les autres qui désiraient le même objet. Et puisque les ressources matérielles, ça vous connaissez, puisque les ressources matérielles n'étaient disponibles qu'en quantité limitée, alors cette compétition conduisait nécessairement à la violence. Mais la situation est fondamentalement différente dans ce que je vais appeler cité numérique. Alors, à l'inverse des biens matériels, l'information est une ressource qui peut se démultiplier indéfiniment, se partager sans se diviser, et donc facile à copier pour un coût vraiment marginal. L'information échappe à l'appropriation par mainmise, pas comme les objets matériels. Au centre donc de l'intérêt social, économique et juridique se trouve un autre trait, un trait qui n'a pas de rapport avec la relation de propriété, qui est la relation de connaissance. Et c'est cette relation de connaissance qui structure la cité numérique. Alors qu'il s'agisse d'une machine dotée d'autonomie qui calcule par elle-même, ou d'une machine individualisée, différente de ses clones par la collecte des données uniques. Cette machine reste à première vue une chose. Ça, c'est une chose. La responsabilité, elle revient toujours à une personne. Pas une chose, à une personne. Les personnes sont soit le concepteur de la machine, qui écrit le code du système informatique, soit l'opérateur qui possède quelques connaissances techniques, soit son utilisateur, qui par définition n'en possède aucune. Et donc nous avons trois catégories d'agents: concepteur, opérateur, utilisateur. Le problème éthique et juridique consiste à départager la responsabilité entre ces trois catégories d'agents et peut-être la machine elle-même. Le concepteur possède la connaissance du code qui fait fonctionner le système informatique. Cette connaissance lui confère un pouvoir limité. Pourquoi limité? Parce qu'un système intelligent apprend grâce aux données fournies par l'opérateur ou à celles qu'il collecte sans aucune supervision. Le comportement d'un système capable d'apprendre peut être même totalement imprévisible. Le pouvoir du concepteur devient passif au moment où le code qu'il a écrit est mis en exécution. Donc sa responsabilité est limitée en conséquence. Alors de l'autre côté, l'opérateur ou l'entraîneur qui sélectionne des données pour l'apprentissage partage cette responsabilité avec le concepteur. Mais l'utilisateur, lui, ne reste non plus à l'abri. Pensez par exemple à un smartphone ou à un robot. L'utilisateur le possède en tant qu'objet matériel. Une chose. Le droit actuel le responsabilise en conséquence en tant que propriétaire. Mais puisqu'il ne connaît pas le fonctionnement interne, ou comme disait Husserl, le fonctionnement intime de cette chose, l'utilisateur n'a aucun pouvoir effectif sur elle, malgré le fait d'en être propriétaire. Et dans ce paradoxe entre la propriété et le pouvoir se cache toute l'intrigue de la responsabilité en informatique. Alors, deuxième point, donc une fois on a compris qu'il y a un problème, que le monde n'est pas juste fait de choses, mais qu'il y a des statuts, donc on a maintenant compris un peu, on va essayer de se demander ce que cette chose est. Bon, ce n'est ni une personne ni une chose, mais alors qu'est-ce que c'est ça? Alors, la ligne de séparation entre concepteur et utilisateur traverse tout humain. L'appartenance à une strate de la cité numérique n'est pas absolue, une fois pour toutes, mais elle est établie en fonction des relations de connaissance de chaque situation. Par exemple, si j'écris du code, je suis concepteur, mais quand j'utilise cet objet, j'en suis utilisateur. Et donc, un informaticien peut lui aussi être utilisateur, même s'il est informaticien. Que ce statut soit relatif, relationnel, en fonction des situations, est une caractéristique fondamentale. Mais aussi du côté des choses. Tout système intelligent
de l'aspirateur automatique. Quelqu'un a un aspirateur Roomba au robot humanoïde est un objet doté de deux modes d'existence. C'est une chose, parce que circonscrite, matérielle, et en même temps une chose calculante, une res computans, pour parler latin, dotée d'un logiciel et d'une interface entrée-sortie. C'est très important, l'interface entrée-sortie. D'un côté, la chose informatique est une chose comme une autre, un amas de matière qui peut être vendu, on en devient propriétaire en vertu d'un contrat qui signe l'acte d'appropriation. De l'autre côté, la chose informatique calcule. Le processeur, dans son cœur, fait qu'elle opère par elle-même en exécutant le code. La chose informatique agit et peut-être, pour provoquer un peu, peut-être même vit par le calcul. Alors, elle calcule, mais aussi représente les données et interagit avec l'utilisateur. Sa structure est triple, un noyau calculant, une représentation des données dans la mémoire et une interface d'interaction, le fameux écran sur lequel vous tapez. Les liens entre ces trois niveaux peuvent être d'ailleurs assez non triviaux. Par exemple, l'interface graphique que vous utilisez ne permet pas d'accéder directement au calcul que fait le processeur. Il a du chemin à faire. Alors, l'utilisateur ne connaît pas les états internes de cette chose informatique. Il accède seulement aux éléments de sortie, d'interface. Cette opacité est fondamentale. Opacité de cette chose informatique. La chose informatique est pour l'utilisateur une boîte noire, impénétrable. Si l'informaticien, si le concepteur peut l'ouvrir grâce à sa connaissance, l'utilisateur en est défendu par l'architecture même de cette chose. Alors, la conjugaison de deux facteurs, l'opacité de la chose informatique pour l'utilisateur, et du fait qu'elle calcule par elle-même, l'élève au statut d'individu. Vous voyez, elle calcule par elle-même, elle est autonome et opaque. Mais donc plus qu'un amas de matière, cette machine est un individu numérique. Et quand je dis individu numérique, je ne dis surtout pas personne. Les données que prélève chaque chose informatique lui permettent de devenir soi-même en se distinguant de ses clones. D'accord ? Elle s'individualise, et c'est un terme du grand philosophe des techniques français Gilbert Simondon, elle s'individualise grâce aussi à la structure du code. Mais bon, je ne vais pas faire de la théorie là-dessus, je vais prendre un exemple. Et un exemple, je ne sais pas s'il y a des informaticiens entre vous, c'est ce qu'on appelle en informatique un démon, ou un daemon plus précisément. Ça s'écrit normalement un D-A-E-M-O-N, daemon. Daemon est un type de programme ou de processus informatique qui s'exécute en arrière-plan de vos gadgets, de vos ordinateurs. D'accord, un arrière-plan, c'est-à-dire il n'interagit pas directement avec l'utilisateur. Il est quelque part dans le système d'exploitation. Comme de nombreux processus biologiques qui ont lieu derrière la barrière de la peau, ce qui empêche leur perception directe par nos yeux, un daemon se place derrière la frontière de l'opacité par rapport à l'utilisateur. Alors en biologie, tout être contemplant un autre voit un seul et même corps. La frontière de l'opacité définie par la peau est dans ce cas-là même pour tous les membres de l'espèce, simplement parce que la vue voit le même corps, par la vue. Contrairement à cet exemple biologique, en informatique, l'opacité des individus numériques n'est pas due à une barrière physique, il n'y a pas de peau, mais elle est constituée par le manque de connaissance de l'utilisateur qui interagit avec la chose informatique. Ce qui est opaque varie en fonction de la catégorie des humains, utilisateurs, concepteurs ou opérateurs. Et donc, ce concept de corps de l'individu numérique devient aussi, lui, relatif, en fonction de qui interagit. Vous voyez, on n'est pas exactement dans le même cadre qu'en biologie. L'utilisateur ne connaît pas les processus et les états internes qui ne traversent pas l'interface. La frontière de l'opacité est dans ce cas définie par les limites de l'interface. Il s'agit d'une définition, pour utiliser le terme que Emmanuel a introduit tout à l'heure, d'une définition phénoménologique ou technophénoménologique plutôt que ontologique,
plutôt que je ne parle pas de la réalité absolue du monde. Alors le concepteur, lui, possède donc plus de connaissances. Là, sa frontière de l'opacité est différente. Il connaît le code, mais pas nécessairement tout le code. Et par conséquent, ce que l'individu numérique est dépend de celui qui interagit avec lui. Donc en éthique du numérique, c'est très intéressant. Ce qu'est cet individu numérique dépend de celui qui interagit avec lui. Contrairement à l'opacité en biologie, l'opacité en informatique n'est pas une notion objective et le mode d'existence des individus numériques est relationnel. Voilà. Donc on a décrit le monde qui est devant nous. On a bien vu que ce monde n'est pas exactement comme cela nous paraît à première vue. Et maintenant qu'une fois on a fait de la philosophie ou de l'épistémologie, on a essayé de décrire ce monde, maintenant on va se demander, et alors, quid de la responsabilité ? Comment fonctionne la responsabilité dans ce monde ? Et donc, pour mon troisième point, je vais vous parler de la double situation de cet individu numérique, cette chose que j'ai appelée l'individu numérique. D'abord, au sens du droit marchand, l'utilisateur possède son smartphone ou son robot. Il a conclu un contrat lui transférant la propriété de cette chose, et c'est le premier aspect de la situation juridique de l'individu numérique. Il est possédé par son propriétaire. Toutefois, l'individu numérique appartient aussi à la famille de son code source. C'est-à-dire votre smartphone, il vient d'un code compilé, d'un code écrit par des concepteurs, par des informaticiens, puis compilé. Et ce code source, par compilation, on peut dire, a engendré le code exécutable que vous avez dans vos smartphones. Le code source, donc, est en son tour entre les mains des informaticiens et l'individu numérique est soumis à leur pouvoir. Bien qu'il soit incorporé et calculant, l'individu numérique peut être donc assimilé à un incapable juridique, un esclave ou un non-sujet du droit. Aucun statut légal ne lui est conféré. Le concepteur est seul à en posséder un. Cette situation d'un code exécutable, individué, mais entièrement placé sous le pouvoir du code source, constitue un deuxième aspect de la situation légale de cet individu numérique. Ainsi, l'individu numérique est une espèce de chimère légale. Il peut faire objet d'un contrat, mais uniquement en tant qu'objet matériel. L'utilisateur qui le possède ne le tient pas en son pouvoir, mais le concepteur qui lui a ce pouvoir ne possède pas l'individu numérique, mais il le connaît. Et donc maintenant, la question devient, pour mon quatrième point, quelle est cette responsabilité associée à la relation de connaissance ? Connaissance. Parce que vous voyez bien que ce n'est pas seulement la responsabilité associée à la relation de propriété et d'appropriation, mais une autre notion qui est en jeu. Alors, je vais faire, pour mon quatrième point, un exercice très intéressant. D'ailleurs, peut-être pour vos questions, vous me demanderez de faire encore ce type d'exercice, s'il vous plaît. Mais je vais, plutôt que d'inventer des concepts nouveaux, aller chercher un concept dans l'histoire de la pensée. Cette responsabilité associée à la relation de connaissance, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà existé quelque part. Et donc, je vais regarder très loin dans le droit romain, plutôt que de dire « Ah non, il faut inventer une éthique nouvelle, c'est du jamais vu, il faut une éthique nouvelle ». Alors, comment pouvez-vous inventer une éthique nouvelle ? Comment prônez-vous à cette tâche, vous ? Et là, moi, je pense que même si les technologies sont nouvelles, les questions éthiques sont ont très souvent déjà été posées, les mêmes questions, pour d'autres générations, pour d'autres vagues de technologies. Et donc, il ne faut pas nécessairement inventer à chaque étape une éthique nouvelle. Souvent, il faut regarder en arrière. Alors, le dilemme éthique fondamental consiste à demander si un système informatique peut se voir attribuer une responsabilité. Autrement dit, si dans certaines circonstances, un système informatique peut devenir un sujet plutôt qu'un objet. Actuellement, la responsabilité des personnes repose sur l'imputabilité de l'acte dont ces personnes seraient responsables. Or, l'intelligence artificielle permet à la machine d'atteindre un degré avancé d'autonomie tel que la décision ne peut être directement imputée à aucune personne.
Le choix est alors entre deux options. Soit l'attribution d'une responsabilité à l'humain, malgré le manque d'imputabilité, soit la création d'un statut intermédiaire pour le système informatique capable de porter une responsabilité, ce que j'ai appelé l'individu numérique, qui n'est pas une personne. La deuxième possibilité, elle est pourtant intéressante, statut intermédiaire, assez intéressant philosophiquement. Juridiquement, c'est très spéculatif, même si en ce moment même, d'ailleurs, le Parlement européen se prépare à adopter une résolution très officielle qui appelle pour la création d'une personne numérique, on ne sait pas trop quoi. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un sujet de débat au Parlement de Strasbourg aujourd'hui même. La société donc prend peu à peu conscience du problème et de la lente évolution du statut des systèmes informatiques. Quand, par exemple, une voiture autonome arrive sur nos routes, et il y en a déjà quelques-unes qui roulent sur les autoroutes, de facto, nous ne la traitons ni comme une chose, ni comme un être vivant, mais de manière heuristique, en pratique, comme quelque chose entre les deux. Et ce statut empirique, dont les détails vont progressivement transparaître grâce aux observations que nous en faisons, sera à terme conceptualisé. Mais toutefois, ce conflit entre deux législations, dont l'une repose sur le contrat et l'autre sur la relation de connaissance, donc il n'est pas nouveau dans l'histoire du droit. Et ce même conflit apparaît dans le droit romain, à l'époque où les procédés liés au développement du commerce remplacent le vieux système familial, ce qu'on appelait le système de l'abandon noxal. Alors ce mot, la noxalité, l'abandon noxal, c'est un exemple que je prends pour vous, c'est une responsabilité en Grèce, à Rome, etc., une responsabilité incorporée d'un individu qui n'était pas une personne au sens du droit en vigueur. Alors, c'est cette incapacité juridique, d'ailleurs, c'est dans cette incapacité juridique, je vais l'expliquer dans un instant, que se loge le paradoxe que nous ressentons en tant qu'êtres modernes. Alors, est-ce possible qu'un individu incorporé, qui agit de lui-même par lui-même, ne soit pas un sujet du droit, ne soit pas un sujet légal? Eh bien alors, oui, c'est possible. Par exemple, lorsque un enfant donc, ou un esclave, ou même un objet inanimé d'une famille au sens du droit romain, d'un foyer, cause un dommage entier, tout se passe comme si ce dommage avait été produit par le père de famille, qu'il tient donc ce fils, cet esclave ou cet objet inanimé ou cet animal en son pouvoir. Les causes proches de l'action, le geste qui cause le dommage, ne sont pas prises en considération. Ne compte que la relation de pouvoir à laquelle tout aspect de force physique est soustrait. Le père de famille ne fait rien par lui-même et pourtant il est responsable. Son seul pouvoir effectif, là, est celui de son pouvoir de la connaissance au sein de la famille. Et donc en informatique, bon, je ne vais pas développer tous les détails de cette analogie, mais pour construire cette analogie, en informatique, nous avons un schéma triple, un schéma suivant. Le code source, donc celui qui crée le concepteur, on peut dire est entre guillemets le père de l'individu numérique, et la responsabilité noxale du concepteur est engagée. L'utilisateur possède, dans le sens du droit de propriété, la chose informatique, et cela engage aussi, deuxièmement, sa responsabilité matérielle. Donc d'un côté, cette responsabilité du père, et de l'autre côté, la responsabilité matérielle. Mais, et troisième point, est encore plus intéressant, l'individu numérique, ceci, il collecte des données, par exemple sur nous, sur moi. Mon téléphone a plein de données, et il me connaît très très bien. Alors, il a aussi un rapport de connaissance avec moi, mon téléphone. Et donc, ce rapport de connaissance entraîne nécessairement une forme de responsabilité noxale de l'individu numérique lui-même. Mais puisque ce dernier n'est pas, en tout cas aujourd'hui, n'est pas un sujet du droit, cette responsabilité est transmise en quelque sorte au concepteur. Ainsi, la collecte des données, peut-on dire, responsabilise le concepteur du système informatique malgré le manque d'imputabilité. Vous voyez, je reviens à cette formule. C'est une responsabilité malgré le manque d'imputabilité. Très intéressant.
le concepteur ne pouvait absolument pas prévoir ou faire quoi que ce soit dans ce cas-là, mais il est quand même responsable, parce que c'est une chose qui s'est faite à travers son acte de conception. Bien, bon, je termine, donc je prends un exemple aussi de la responsabilité Noxal, la mise d'un programme en open source. Vous savez qu'il y a beaucoup de programmes aujourd'hui en open source, hein, quand on met le code initial à l'usage de tout le monde. Ça témoigne de l'existence tacite déjà de cette pratique de l'abandon Noxal. En effet, tout se passe comme si la mise en open source était une méthode de l'abandon. La communauté peut tout entière se servir d'un code. Comme autrefois, la cité pouvait infliger une peine à un esclave abandonné ou à un animal dont le père s'est séparé. Et cela montre que cette notion de noxalité, même si on ne l'appelle pas par son nom, existe bel et bien en tant que forme de la responsabilité du concepteur. Voilà, donc ça c'était une petite excursion dans l'histoire des concepts éthiques et juridiques pour vous dire que beaucoup de réflexions peuvent s'enrichir de ces exemples de l'histoire de la pensée. Donc plutôt que de rester paralysé en disant « c'est totalement nouveau, du jamais vu, qu'est-ce que je fais ?» Souvent, il est intéressant de revenir à l'histoire de la pensée. Et mon dernier point, celui d'ailleurs que Emmanuel Hirsch a déjà nommé par son nom, c'est la responsabilité politique. La responsabilité politique du concepteur des objets intelligents. Alors, lorsqu'un effet indésirable se produit, on cherche toujours à établir ses causes, hein, de toute façon, qui peuvent être nombreuses. Le raisonnement utilisé à cette fin, pour établir les causes, procède souvent par ce qu'on appelle un raisonnement contrefactuel. Alors, qu'est-ce que c'est que le raisonnement contrefactuel? Simplement, ce sont des conditionnels de type « si telle chose ne s'était pas produite, alors telle conséquence, donc tel effet n'aurait pas eu lieu ». Vous voyez, c'est des conditionnels négatifs. La réussite de cette recherche contrefactuelle des causalités est loin, très loin, d'être assurée. Par exemple, si le soleil ne s'était pas levé tel jour, alors l'assassin n'aurait pas commis son acte perfide. Ça, vous connaissez un roman de Camus peut-être? Alors, en dehors du roman de Camus, il est assez inhabituel d'attribuer la responsabilité au soleil, globalement. Pour qu'un raisonnement contrefactuel soit informatif, il faut qu'il y ait encore quelque chose. Il ne suffit pas de juste dire si le soleil ne s'était pas levé à l'heure. Alors, il faut que l'énoncé porte sur des antécédents vraisemblables, mais lesquels sont vraisemblables? Ces causes vraisemblables se distinguent par leur nouveauté. Le soleil se lève tous les jours, mais un réseau social, par exemple, n'a pas toujours existé. Dire qu'un réseau social a rendu possible, par exemple, l'organisation d'un acte terroriste, peut permettre de saisir la spécificité du moment. Si le réseau social n'avait pas été inventé, alors, vous voyez? Et encore récemment, effectivement, on a entendu ce type de discours. Un ministre d'un État, pas français, mais un ministre d'un État technologiquement très avancé, faisait porter à Mark Zuckerberg la responsabilité des actes terroristes dans son pays, disant « le sang des victimes est sur ses mains ». Vous voyez, donc on entend ce type d'argument, et je vais bien dire un ministre, d'accord? Donc vous voyez, un responsable politique. Alors vraisemblable qu'il soit, cet argument contrefactuel est incapable d'établir bien sûr la bonne relation causale, mais il ne manque jamais à produire un certain effet rhétorique, et même s'il est juridiquement irrecevable, il le demeure moralement. Ça, c'est un point crucial. Celui qui crée, qui produit de la nouveauté, n'a pas besoin de former une intention diabolique pour être tenu responsable de ce qui viendra à la suite de son travail. Il suffit qu'il ait été le premier à introduire quelque chose dans le monde. Si cette innovation a rendu possible quelques conséquences néfastes, alors l'innovateur, par un raisonnement contrefactuel, devra répondre de son audace. Je parle ici en termes moraux et pas en termes juridiques. Alors, la phrase « oser modifier la condition humaine »
contient deux moments d'importance éthique. Oser modifier la condition humaine. Bon, d'abord, pour les philosophes d'entre vous, les futurs philosophes, modifier la condition humaine est tout de suite une référence au grand livre de Hannah Arendt, La condition de l'homme moderne en français, Human Condition en anglais, qui est un livre fondamental de l'éthique des techniques du XXe siècle. Donc avant même le procès Eichmann et tout ce que vous connaissez de Hannah Arendt dans les années 60, en 1959, elle publie La condition de l'homme moderne, que je pense vous allez tous lire cette année probablement. Mais le premier verbe, oser modifier la condition humaine, ne doit pas non plus être oublié. Oser dénote un acte, un saut audacieux. Et encore une fois, pour regarder en arrière, depuis les poèmes d'Horace, jusqu'aux poèmes d'un grand poète anglo-américain du XXe siècle, Winston Hugh Auden. C'est cette audace de l'innovateur, l'audace aussi du scientifique. Cette audace revient toujours comme vertu centrale de l'innovateur. La responsabilité des audacieux est une responsabilité morale, mais cela ne signifie pas qu'elle soit diminutive ou anecdotique. Elle a des conséquences tout aussi réelles que la responsabilité juridique. Seulement, les effets qu'elle produit sont de nature politique. Alors, quels effets de nature politique? Par exemple, une confiance brisée, un financement refusé, un détournement d'utilisateurs jusque-là enthousiasmés ou acquiescents. Gershom Scholem, donc je vais terminer sur cette notion de responsabilité politique. Gershom Scholem, un très grand spécialiste de la Kabbale, auteur d'un fin essai sur les golems, ces êtres artificiels dont la fabrication magique, comme vous le savez probablement, préoccupe la tradition juive depuis 2000 ans. Il existe des golems beaucoup plus intéressants que celui de Prague. Si ça vous intéresse, posez-moi la question. Alors, Gershom Scholem disait ceci. « Le danger n'est pas qu'un golem devenu autonome développerait des pouvoirs écrasants. N'est pas. Mais le danger se trouve dans la tension que le processus créatif fait monter au sein même du créateur. Les erreurs dans la réalisation des procédures n'affaiblissent pas le golem, mais elles détruisent le créateur. » Alors voilà, comment comprendre cette phrase? Et comme le kabbaliste, l'informaticien, ce concepteur de machines autonomes, ne travaille pas seul. Tout système avancé, qu'il émane de la robotique ou de l'intelligence artificielle, est le fruit des efforts des dizaines, voire des milliers de spécialistes. Comment, dans ce cas, peut-on comprendre la thèse de Scholem? Mon interprétation est que le risque encouru par le concepteur collectif, par ces différents informaticiens, consiste à voir le groupe exploser, la cohésion du groupe. Ceci parce que sa cohésion sera cassée, le collectif brisé moralement sous le poids de la responsabilité, que la société fait porter sur lui, indépendamment de sa volonté de l'assumer. Parce que vous savez, et ça c'est un autre point d'ailleurs de l'enseignement sur la responsabilité, il y a deux figures à distinguer. Une responsabilité que vous prônez, je prends la responsabilité en tant que scientifique ou en tant que technologue, et la responsabilité qui m'est attribuée par la société, qui n'est pas du tout la même. Donc on me tient responsable de, ce n'est pas la même chose que je prends telle responsabilité. D'accord, c'est pas pareil. Et donc un codeur qui écrit du code, fait une contribution au résultat final, mais il ne contrôle pas, sans doute pas, entièrement le système informatique. Plus grande est l'équipe, plus modeste chaque contribution individuelle. Or, la simple appartenance à ce collectif responsabilise chacun de ses membres. Cette responsabilité donc n'est pas nécessairement juridique, mais elle est politique et collective. Et là, encore une fois, avec Hannah Arendt, que j'admire beaucoup, on tombe sur cette notion de responsabilité collective, qui n'est pas juridique mais politique, qui advient si deux conditions sont réunies. Premièrement, la personne doit être tenue responsable de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Un codeur n'a pas lui-même tout seul écrit tout le système informatique. Et deuxièmement, cette responsabilité qui lui est attribuée, encore une fois, il ne l'a pas prise, elle lui est attribuée, elle est justifiée par son appartenance à un groupe
que ce membre du groupe ne peut pas dissoudre par un acte volontaire. Une fois codeur, toujours codeur. Hein. Une fois informaticien, vous êtes informaticien en quelque sorte. Une fois je suis au CEA, qui est un organisme atomique, comme vous savez, je suis responsable de Fukushima, bien sûr. Pas juridiquement, mais moralement. Parce que j'appartiens, je ne peux pas cesser d'être physicien. Je ne peux pas cesser d'appartenir à ce collectif. Donc ce n'est pas une personne morale, c'est bien un collectif. Et donc ce poids de la responsabilité collective politique, même s'il n'est pas juridique, ne disparaît jamais. Aujourd'hui, l'informatique s'invite dans toutes les structures fondamentales de la société, la communication, la sécurité, le pouvoir, la parenté, le travail, le divertissement, et les provoque des glissements magistraux irréversibles. Naissent alors de nouvelles formes de conflits que nous sommes tentés de résoudre en faisant des informaticiens les responsables. Or, désigner le responsable est un acte politique qui vise à concentrer le ressentiment sur une personne en évitant qu'il ne se diffuse dans toute la société. Comme le pharmakos du monde antique, les concepteurs des systèmes informatiques sont aujourd'hui simultanément des magiciens tout-puissants et des boucs émissaires. Cet informaticien, lui, il a l'habitude d'écrire le code dans un langage de programmation. Mais désormais, il doit apprendre à décoder un langage politique. Merci.